Bonjour à tous. Depuis plus d'un trimestre, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent. Sur l'urgence d'aujourd'hui, il n'y a point d'hésitation, point de limitation à avoir. Cependant, la période de crainte, de panique et d'angoisse que nous traversons oblige à remettre la pensée au centre de notre quotidien. Nous aimerions tous être capables de nous projeter à 6 mois, 1 an, et de savoir à quoi ressemblera le monde de demain. Essayons de tirer ensemble, en 10 points, les enseignements et les perspectives de cette crise sanitaire à fin d'avril 2020. Tout d'abord, nous avons appris en quelques jours que chacun de nous pouvait être une bombe à retardement, puisque nous pouvons être porteurs de la maladie et la de transmettre. Il y a donc un aspect sacrificiel, un don inconditionnel et gratuit de soi au fait de rester à la maison sans aucun contact, sinon virtuel, avec autrui. Il y a ensuite la redécouverte des métiers tout à fait indispensables, vitaux, mais finalement inaperçus, mal payés, comme le personnel de santé, mais ce n'est pas le seul. Cela ne peut pas avoir de conséquences. Il doit y avoir un regard différent. C'est un élément traumatique profond, mais peut-être créateur. La crise sanitaire a exacerbé la fracture sociale et politique. En France, plus encore qu'au Royaume-Uni et en Allemagne, la crise sanitaire a révélé les fractures sociales. Le confinement n'a pas fermé la porte aux inégalités. L'emploi est un indicateur très révélateur pour expliquer ces tensions. Le télétravail est sans surprise la marque des catégories favorisées, les cadres notamment. À l'autre bout de la chaîne, seulement moins de 5% des ouvriers y ont accès. 55% d'entre eux sont au chômage partiel. Au plan territorial, les inégalités sont de même ampleur. Près de la moitié des personnes vivant dans l'agglomération parisienne sont passées au télétravail contre 20% de ceux qui vivent dans le nord-est. Nous vivons aujourd'hui, à l'évidence, une crise sans précédent et totalement imprévisible. La crise du coronavirus est la première guerre mondiale de l'humanité. En effet, si l'on compare la période actuelle aux grands drames du passé, les pandémies, les guerres mondiales, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait mondiales, pour la première fois, l'humanité craint la même chose en même temps. C'est un traumatisme collectif sans précédent qui peut être fondateur de quelque chose. Cette crise peut être aussi vue comme l'événement déclencheur du début du recul du capitalisme néolibéral mondialisé tel qu'on l'a connu depuis 40 ans, avec la réduction du rôle de l'État, la faiblesse de la protection sociale, la recherche incessante des bas coûts de production. En effet, la crise a mis en évidence la fragilité des chaînes de production mondiales. Ensuite, elle a fait surtout prendre conscience aux États de leur dépendance à l'égard de certains pays et de la nécessité de produire plus ou moins localement un certain nombre de produits stratégiques, comme les médicaments, les nouvelles technologies, les matériels pour les énergies renouvelables. Relocaliser ne veut pas dire réindustrialiser. Il s'agit non pas d'un retour en arrière, mais d'une correction désirée, d'une marche en avant. L'humanité a passé son temps à corriger ses errements. Il n'y a pas de progrès linéaire. Il faut donc garder ce qu'il y a de bon dans la mondialisation et corriger les dérives. On va donc retrouver le sens de la stratégie, c'est-à-dire élaborer des plans à long terme. Réindustrialiser veut dire développer des filières industrielles, former des personnes, retrouver une puissance économique. Les industriels au niveau mondial ont déjà compris cela et l'ont anticipé. Ce ne sont pas des idéologues comme ceux qui écrivent des articles en se positionnant pour ou contre la mondialisation. Leur approche est plutôt pragmatique. Ainsi, la dénonciation de la mondialisation a pris en quelque sorte une tournure de repli sur soi. On risque de revenir à la mondialisation des années 70, c'est-à-dire
avec un peu plus de contrôle des flux financiers. Mais la mondialisation ne peut pas s'arrêter. On ne va pas désinventer le smartphone ou les porte-conteneurs. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées, comme la répartition des activités productives. C'est pourquoi il faudra s'attendre dans les prochains mois au renouveau des politiques industrielles et à une hausse durable des dépenses publiques de santé, de soutien aux entreprises, donc de la fin de l'austérité budgétaire et de la concurrence fiscale. Mais au-delà des ravages qu'elle provoque, la crise actuelle nous signale aussi l'apparition d'un nouvel aspect du capitalisme, le capitalisme numérique. La e-life, qui était déjà largement amorcée, va s'accélérer. Netflix ou Amazon seront peut-être les prophètes des foyers. Du e-commerce aux e-conférences, en passant par les e-apéros, la digitalisation de l'économie va connaître une avancée spectaculaire. Avec la généralisation de l'Internet, de plus en plus d'activités ont été entreprises à distance. Communiquer, acheter, vendre, louer. Cette crise sanitaire apparaîtra peut-être rétrospectivement comme un moment d'accélération de cette virtualisation du monde, comme le point d'inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique et de son corollaire, l'effondrement des promesses humanistes de l'ère post-industrielle chère à Jean Fourastier. La rationalisation de la consommation va se poursuivre. L'époque de l'hyperconsommation et de l'accumulation matérialiste est derrière nous. Les Français, plus informés et parfois plus experts que le passé, exigent plus de transparence, plus de garanties sanitaires, plus de qualité. La demande bio, qui avait une croissance de l'ordre de 10%, ne va pas s'éteindre, mais va plutôt s'accélérer. On est au début de la métamorphose et donc du début du développement en Europe et dans le monde de l'agro-industrie. Le tournant des marques vers plus de responsabilité va donc s'amplifier dans les mois qui viennent. Face aux mesures de confinement, les Français ont épargné davantage. Selon certaines estimations, ils pourraient épargner entre mars et septembre 2020 plus de 100 milliards d'euros du fait du confinement et de sa levée progressive. En effet, la consommation totale des Français a baissé de l'ordre de 35%. Et comme le taux d'épargne est de 15%, c'est près de la moitié de leurs revenus qui ont été mis de côté pendant ce confinement. Le problème est que cette épargne forcée sera dépensée, mais on ne sait pas à quelle vitesse ni quand elle le sera. Le risque est qu'à la sortie de ce confinement, les Français ne dépensent pas toute cette épargne française et qu'elle devienne alors une épargne de précaution. De plus, la crise sanitaire et les mesures de confinement pourront changer le comportement des ménages français. Si ceux-ci conservent une aversion pour le risque durablement plus forte qu'elle ne l'était auparavant, ils vont hésiter à s'endetter. Ils risquent de réduire leurs achats de logements et leurs achats de biens durables, comme l'automobile ou le gros équipement de la maison. Le rapport au travail va poursuivre sa mue. Il est probable que le travail va changer, pas seulement sur le plan pratique, car le télétravail va connaître un essor sensible et s'imposer comme une nouvelle manière de travailler, mais aussi dans la façon d'envisager son travail. Les Français, au cours de ces dernières années, ont réalisé l'importance de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ils vont très certainement ressentir le rôle fondamental du travail dans la construction de leur identité. Enfin, la confiance des ménages et des entreprises jouera un grand rôle dans la reprise de l'après-crise. Pour surmonter les futures difficultés macroéconomiques, il faudra mobiliser la combinaison de 3 ingrédients qui ont été déjà utilisés dans les après-guerres. Le retour à la croissance, le traitement des dettes, la bonne utilisation de la politique monétaire. Le meilleur moyen de retrouver la croissance réside dans l'éducation, dans la formation professionnelle et dans un travail plus qualifié, mais aussi par des investissements pour à la fois soutenir la demande et améliorer les capacités de production. Les dettes publiques auront augmenté avec la crise sanitaire. Elles appellent donc un effort budgétaire rigoureux avec des dépenses plus sélectives. Concernant les politiques monétaires, la demande mondiale sera vraisemblablement faible dans les prochains mois. Ceci devrait pouvoir maintenir durablement l'inflation à un faible niveau.
ce qui signifie que les taux d'intérêt se maintiendront longtemps à un bas niveau et que les liquidités seront abondantes. En conclusion, par comparaison avec le monde d'avant, le monde d'après sera caractérisé par beaucoup de choses qui seront différentes, mais aussi beaucoup de choses qui seront identiques. La question qui se pose est de savoir si la période actuelle est un interlude ou un changement de direction profond dans les mœurs, dans les normes de la vie sociale, dans la manière de gouverner nos sociétés. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que cette pandémie marquera les esprits et l'imaginaire d'une génération au moins, comme ce fut le cas à maintes reprises dans l'histoire pour les guerres, les émeutes ou les chutes des régimes politiques.